Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, exceptionnellement, un épisode qui sort le mercredi. Je vous propose un épisode spécial avec Baptiste Bénézé de la Team Bakery. Avec Baptiste et nos collègues de InfoRisque, nous avons lancé cet été le baromètre 2020 de la santé et sécurité en entreprise. Baptiste nous détaille le pourquoi d'un tel baromètre et surtout les grands enseignements qu'il en tire. Vous pourrez retrouver le lien du rapport dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Baptiste Bénézé, bienvenue pour cet épisode un peu spécial sur le baromètre santé et sécurité au travail que tu as fait avec InfoRisque et avec moi-même. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Yes, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'inviter, Alexandre. Donc, moi, je m'appelle Baptiste Bénézé. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Team Bakery. Notre métier est assez simple, c'est aider les équipes à mieux travailler ensemble et notamment de réduire la distance qu'il pourrait y avoir entre un manager et son équipe. Et dans ce cadre-là, on a créé plusieurs produits, dont un produit dédié au sujet prévention pour animer en fait la démarche prévention au niveau très local, les équipes terrain. Ça s'appelle la Prévention Box. On travaille avec plusieurs grands acteurs en France, dont Enedis et SNCF notamment. Et en fait, dans le cadre de développement de cette activité, on a cherché en s'associant avec deux, on va dire, médias experts du domaine. On a cherché à mieux comprendre en fait les enjeux, les attentes des acteurs de la prévention des risques professionnels en France en créant ce baromètre. Alors, je ne sais pas si je rentre tout de suite dans les détails, mais globalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer une cartographie la plus fidèle possible des ressentis des personnes qui sont sur le terrain, que ce soit en termes d'accidentologie, en termes d'enjeux opérationnels, en termes d'obstacles et de facteurs clés de succès du déploiement d'une démarche et d'une stratégie de prévention au sein de leur organisation. Alors justement, tu as parlé des acteurs du sujet. Tu peux nous dire plus précisément qui est-ce que tu visais dans cette enquête? Ouais, alors nous, l'enjeu, c'était de ne pas avoir et ne pas se limiter qu'aux experts de la prévention en entreprise. Donc on a tapé en fait assez large et c'est là où c'était plutôt chouette de travailler avec toi et de travailler avec InfoRisque aussi, c'est que vous avez déjà des bassins d'audience assez grands et de recueillir en fait le retour, alors que ce soit des préventeurs, des responsables de prévention, mais aussi des managers et des collaborateurs eux-mêmes sur ces enjeux de prévention. Et on a essayé aussi d'avoir une cartographie multisectorielle, et pas que ce soit vraiment une verticale métier qui nous dise les chiffres de sa corporation, mais plutôt d'avoir une logique et une distribution assez forte et la plus large possible dans les différents métiers représentés. Alors, on sait que quand on parle de prévention risque professionnel, on va forcément avoir un petit biais sur des métiers un peu, à dimension technique, donc le BTP, l'industrie, forcément le transport, la logistique aussi. Mais on a un certain nombre d'acteurs du commerce, de la distribution qui ont répondu, l'agroalimentaire aussi bien représenté, la formation, le secteur public également. Donc on a vraiment tout type d'acteurs qui sont, en tout cas tout type d'industrie qui ont bien voulu partager leurs chiffres et leurs ressentis. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Ça a permis de compléter la cartographie et qu'on n'ait pas que les retours des acteurs traditionnels les plus importants du secteur. Et ben alors justement, on va attaquer directement dans le dur. Est-ce que tu peux nous dire déjà combien de personnes ont répondu et finalement quelles sont les personnes, tu visais certaines personnes, donc tu disais assez large, mais pas que des experts, mais finalement, qui est-ce qui a répondu dans ce baromètre? Alors, on a eu la chance, c'est qu'on a eu plus de 600 répondants, on a exactement 647 personnes qui nous ont répondu depuis partout en France, qui ont choisi un peu de nous révéler les coulisses de la prévention dans leur organisation. Après, pour le dispatch, comme je le disais, nous, on ne s'est pas focalisé seulement sur les experts du domaine. Alors, on a forcément une surreprésentation, étant donné qu'on parle quand même d'un sujet pointu. Donc,
tu vois, si je prends un peu dans le détail, en termes de proportion, on a les préventeurs qui représentent un peu plus de 31% des répondants, les responsables prévention 30%, mais on a 14% de managers dans les répondants, on a 12% de collaborateurs, 12% de directeurs, donc plutôt des fonctions de management. Donc, tu vois, c'est assez. Alors, forcément, il y a une prépondérance avec un peu plus de 60% des gens du métier, mais on a aussi 40% de gens qui n'ont a priori rien à voir directement avec la prévention, en tout cas dont c'est pas le cœur du métier, qui ont pris le temps de nous répondre. Un questionnaire, je crois qu'il durait à peu près 5 minutes, une quinzaine Ouais, de c'était questions. ça. Et donc ça, cette étude, on l'a menée attends, je reprends mes chiffres, du 21 juillet au 30 septembre 2020. Donc ça correspond effectivement à une grosse partie du Q3 de cette année qui est un peu bizarre, sur lequel le public prévention a été beaucoup occupé sur des enjeux sanitaires. Puis c'était aussi l'occasion de remettre un peu en avant et remettre un coup de projecteur sur cette fonction-là, qui est quand même essentielle au maintien de l'activité. Et alors, justement, donc là, tu as 647 personnes qui ont répondu. Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Est-ce que tu peux nous résumer en quelques points les gros enseignements de cette enquête? Ouais. Alors, on a peu de temps, donc je vais essayer d'être assez rapide. L'enjeu principal, c'était d'avoir le ressenti des chiffres qui étaient peut-être pas des chiffres d'accidentologie, mais des choses un peu plus sensibles, un peu plus qualitatives qu'on voulait comprendre, notamment sur le métier des gens qui sont en contact sujet tous les jours. Le premier point, c'est la motivation. La question qu'on a posée, c'était une des dernières questions du questionnaire, c'est qu'est-ce qui vous anime dans votre rapport à la prévention? Pourquoi vous occupez et pourquoi vous êtes sensible à ces sujets dans vos organisations? Pour plus de 70% des répondants, c'est la volonté de protéger les personnes qui les animent au quotidien. Mhm. On trouve qu'aussi l'aspect transverse de leur mission, le fait qu'ils soient au contact des salariés, c'est un élément extrêmement important pour eux. Donc il y a bien une dimension très humaine, très humaniste dans la motivation des acteurs de la prévention sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point, et c'est un truc qui est important, dont on parle finalement assez peu, parce qu'on a un rapport très professionnel à ce sujet-là. Il y a quand même ce sujet de l'humain qui revient de manière très prégnante. Après, il y a un second point, moi, qui me semble important de souligner, c'est, alors, vous étiez tout à l'heure, on a cité tous les domaines, on n'a pas fait de distinction a priori, et on retrouve quand même un trio de tête au niveau des risques et de la typologie des risques, Ouais. que sont le risque de chute, tout ce qui va être les risques, donc chute, c'est chute commune, on va dire, inattention, environnement nouveau, voilà, il y a des chutes et ça engendre pas mal d'accidents de travail. Tout ce qui va être risques posturaux avec les troubles musculo-squelettiques, qui sont principalement liés à la position de travail, et au fait qu'elle soit mauvaise ou prolongée, enfin, ou mal Mhm. adaptée. Et enfin, le dernier, c'est tout ce qui va être lié à la manutention, donc les opérations courantes avec des outils. Donc ça, c'est vraiment un trio de tête qui se dégage. Donc c'est important d'avoir en tête. Viennent ensuite tout ce qui va être le risque routier, tout ce qui est lié à la fatigue et au stress. Donc ça, c'était pour moi intéressant et assez pertinent de voir il y avait quand même ce trio de tête qui se détachait. Et enfin, alors on en a parlé un peu en préparant l'épisode, c'est le niveau de maturité ressenti des organisations. Donc on a demandé Ouais. à tous les répondants quel était pour eux le niveau de maturité de leur organisation, et on tombe sur un 6,27 sur 10, Ouais. qui a priori est pas mal, hein, on est au-dessus de la moyenne, donc c'est plutôt bien. Après, avec un peu de recul, on se rend compte qu'on parle quand même de la santé et de la sécurité des personnes. Ouais. Ça paraîtrait plutôt normal alors, en tout cas de viser l'excellence ou de s'en rapprocher. Donc, je sais que toi, tu as un retour Ouais. super terrain Non, mais moi, là-dessus. honnêtement, je sais que toi, tu l'estimes peut-être un peu faible. Moi, j'ai l'impression que le regard expert des personnes fait que justement, ils ont de l'ambition et ils estiment que par rapport à cette excellence qu'ils visent, ils ne sont pas encore. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui Mhm. transparaît vraiment des chiffres, mais 6,27, pardon, c'est vrai que moi, ça m'a pas autant choqué que toi. Ouais, alors bon, je pense qu'on se rejoint. Le point principal dans tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de chemin à parcourir. Il y a Mhm. encore du travail à faire. Euh, et en fait, ce qui nous a semblé intéressant d'étudier derrière, c'est de croiser ces données-là avec notamment
les rôles et responsabilités dans l'organisation, notamment en distinguant le public expert, on va dire, enfin les participants experts, donc on va dire préventeurs, responsables de prévention, du public plus opérationnel, donc que ce soit les managers, directeurs ou les collaborateurs eux-mêmes. Et en fait, effectivement, en creusant ce sujet-là et en creusant aussi les obstacles auxquels ils se rencontrent, on conjecture qu'il y a un gros sujet sur effectivement comment mieux aider encore plus les opérationnels à porter les messages au cœur de leurs équipes, à développer des routines au sein de leur équipe et aussi aider le public préventeur à faire passer ces sujets-là au premier plan, à les faire remonter peut-être dans les priorités ou dans les objectifs de chaque manager aussi. Parce qu'en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que, notamment pour le public préventeur, le manque d'adhésion des équipes opérationnelles, c'est un gros sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas de toutes les équipes. Donc, voilà. De la même façon, le manque de soutien du management, c'est aussi un sujet qui est plutôt remonté par le public préventeur. À contrario, le manque de temps consacré au sujet, c'est plutôt les opérationnels qui nous le remontent. Donc alors encore une fois, là je parle de tendance. Hein. Globalement, les chiffres sont assez proches, mais quand on creuse un peu dans le détail, on se rend compte qu'il y a peut-être un travail à faire sur cette courroie de distribution entre préventeur et manager Mhm. pour que ça se diffuse mieux et puis surtout que ça s'ancre mieux dans le quotidien des équipes. Et pour continuer à creuser sur justement sur ces résultats, vous avez eu le temps enfin en interne, vous avez eu le temps d'analyser les résultats et d'en sortir au moins quatre grands points. Est-ce que peut-être tu peux nous en aborder quelques-uns? Ouais, alors on a creusé, on a arrêté le questionnaire le 30 septembre. On est quoi, le 12 octobre. Donc il s'est passé une petite dizaine de jours où on a essayé de mettre en forme un premier rapport. Et enfin, peut-être on donnera les liens où ils seront en description de ton épisode. Mais globalement, nous on donne aussi accès aux données brutes parce qu'on estime qu'on n'a pas la science infuse et pas la grille de lecture complète sur ces sujets. Plutôt là pour créer de la discussion et puis permettre aux gens de se jauger et d'adapter leur stratégie. Globalement, effectivement, il y a quatre grands enseignements aujourd'hui là-dessus. Un premier qui peut paraître évident, mais qui est quand même bon à rappeler, c'est plutôt rassurant que ça ressorte dans les chiffres, c'est qu'en fait, l'environnement de travail a un vrai impact sur les enjeux de santé et sécurité de l'organisation. Quand je dis environnement de travail, en fait, on a distingué trois grandes familles d'environnement de travail. Ce que nous, on met dans la famille environnement clos. Donc, on va être sur les industriels, les centres de logistique, euh, tout ce qui va être effectivement chaîne de fabrication ou même atelier, là où il y a des caristes qui travaillent beaucoup. Donc, on va dire un environnement qui est balisé, qui est normalement maîtrisé, mais on a des enjeux spécifiques et on sait que c'est aussi le premier lieu où a été développé ces démarches prévention parce que travail à la chaîne, parce qu'effectivement besoin de suivre une cadence aussi. Donc, un travail autour de ces sujets, ils sont sûrement un peu précurseurs là-dessus. La deuxième grande famille, c'est ce que nous, on a appelé environnement ouvert. Donc, c'est aussi bien les entreprises de BTP que les entreprises qui font du travail en voirie. Je parlais d'Enedis en introduction, qui est un de nos partenaires depuis le début sur le sujet prévention box. Eux, ils travaillent en voirie, ils travaillent même chez les clients finaux. Donc, ce n'est pas un environnement maîtrisé, c'est un environnement où on va devoir développer beaucoup plus d'autonomie chez les collaborateurs parce qu'on n'a pas des règles, on ne maîtrise pas toutes les règles de l'environnement. Et enfin, la troisième famille, qui est plutôt, on va dire, les entreprises du tertiaire, qui va être au travail dans des bureaux, sur lequel, effectivement, on est peut-être plus en retard sur la culture de la prévention parce que culturellement, on en parle moins et qu'on est plus sur du travail de bureau. Alors, on imagine que la dangerosité des accidents est peut-être pas tout à fait la même, a priori, quoique. Mais dans les faits, en fait, les risques sont à peu près les mêmes. Donc là-dessus, ouais, l'impact de l'environnement de travail, c'est assez intéressant. Alors nous, on avait trois grandes familles d'enjeux qui ressortaient. C'était limiter les risques, renforcer la culture et responsabiliser les collaborateurs. Bon, limiter les risques, on voit bien que c'est le besoin et l'enjeu premier de la santé et sécurité au travail. En revanche, l'ordre de renforcer la culture et responsabiliser les collaborateurs,
diffèrent selon ce type d'environnement. Et ce que je voulais te dire, ce que j'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, le sujet de la culture de l'organisation semble bien plus ancré dans les entreprises qui travaillent en milieu clos, donc industrie, logistique et toute cette famille d'organisations, que sur les environnements ouverts ou de bureaux. Alors, j'ai pas d'interprétation précise à donner. Ouais. Peut-être qu'effectivement, sur les environnements ouverts, on va être plutôt sur de la responsabilité individuelle et du développement de la solidarité dans l'équipe parce que, comment dire, on ne peut pas maîtriser l'environnement, donc on ne peut pas avoir des briefings culturels au niveau de la, comment dire, on peut dans l'environnement de co avoir des briefings au niveau d'une usine, par exemple, on peut faire de l'affichage, on peut Ouais. faire des. Tu penses que c'est peut-être dû au fait que justement dans cet environnement clos, on maîtrise son environnement dans le sens où les interactions externes avec des fournisseurs, les pouvoirs publics ou autres, eh bien, elles sont maîtrisées. Alors que justement dans un environnement ouvert, tu Sans maîtrises doute, tout, quoi. sans doute, et je pense qu'il y a aussi un côté, comment dire, c'est quand même le domaine précurseur sur ce sujet de santé-sécurité. Il faut se dire aussi, quoi, les chaînes de fabrication, c'est les premiers endroits où on a commencé à parler d'ergonomie, de poste de travail, enfin, tu vois, je Bien pense que les sûr. démarches prévention sont un peu plus anciennes dans ce type d'organisation. Ça, c'était pour le premier point. Le second point qui était super intéressant à aborder, c'était, enfin, à observer en tout cas dans les résultats, c'est on a posé la question aux répondants, enfin aux acteurs de la prévention, de savoir s'ils avaient un réseau interne d'ambassadeurs prévention. Donc il y en a quasiment les trois quarts qui ont dit avoir un prévention en interne, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et surtout, on remarque qu'il y a une vraie corrélation dans le niveau de maturité en termes de prévention de l'organisation et la présence de ce réseau-là. Alors, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? C'est tout le temps la question. En tout cas, c'est intéressant. Plus les organisations sont matures, plus elles ont un réseau de prévention. Donc ça, c'était une remarque, enfin, c'était une observation intéressante, plutôt rassurante, et montrer que cette démarche était de manière globale une bonne idée, un facteur clé de succès, ou en tout cas quelque chose qui faisait avancer l'organisation au niveau de maturité. Ça, c'est pour le premier niveau de lecture. Et après, on a cherché à creuser et à recroiser ces données avec la taille de l'organisation. Essayer de voir si ça avait vraiment le même impact dans tous les types d'organisations, dans toutes les tailles d'organisation. Et en fait, on s'est rendu compte que ce réseau interne, ou en tout cas la présence d'ambassadeurs prévention, avait plus d'impact dans les tout petites structures et dans les très grandes structures. Les tout petites structures, c'est moins de 10 salariés. Donc, on peut dire qu'effectivement, s'il y a un responsable prévention dans une société de moins de 10 salariés, bah, ça a un impact fort sur le niveau de maturité de l'équipe. Ouais. Ouais, c'est assez évident. Et de l'autre côté, on remarque que pour les très grosses structures, donc c'est plus de 5000 salariés dans notre grille de lecture, bah, ça avait un impact super fort aussi. Et qu'effectivement, ne pas avoir de réseau de préventeurs, bah, ça dégradait fortement le niveau de maturité de l'organisation. Et entre les deux, bah, on s'est rendu compte que c'était assez proche et que le différentiel de maturité n'était pas forcément remarquable. Alors, je pense qu'il n'y a pas de question de intérêt ou non du réseau de préventeurs, enfin, d'ambassadeurs prévention. Ça, je pense que c'est derrière nous. Par contre, effectivement, on peut questionner non pas son impact, mais la façon dont il interagit avec tout le tissu opérationnel, que ce soit directeur, manager ou même collaborateur direct, et comment on pourrait renforcer la diffusion des messages clés. On va y venir juste après, mais on se rend compte qu'il y a peut-être un vrai différentiel de ressenti au niveau de la prévention entre les équipes opérationnelles et le public. Donc voilà, donc globalement, la présence du réseau d'ambassadeurs prévention est plutôt une bonne chose. On voit que ça a un vrai impact sur le niveau de maturité et que ça a un impact plus fort sur les tout petites et les très grosses structures. Et qu'entre les deux, bah, c'est pas si évident que ça. En tout cas, il y a un vrai sujet à creuser là-dessus. Ok. Et du coup, un ou deux derniers points alors sur cette partie analyse. Ouais, bah, je vais continuer sur le niveau de maturité. Nous, ensuite, ce qui nous a intéressé, donc on avait, je te dis, le niveau de maturité moyen ressenti, c'était 6,27 sur 10. On a cherché à croiser ces données avec le rôle, la responsabilité des participants au sondage.
c'était mis déclaratif, hein, les gens nous ont dit si c'était plutôt préventeur, responsable de prévention, manager, collaborateur, directeur. Et en fait, on se rend compte que, comment dire, les managers et les collaborateurs ont plutôt tendance à surestimer le niveau de maturité de leur organisation. Et il y a un vrai différentiel, hein, il y a quasiment un demi-point d'écart entre les managers et les restos de prévention dans leur ressenti vis-à-vis du niveau de maturité de leur organisation. Donc ça, c'est un truc important. Alors, on pense que, on est plutôt convaincu que les gens qui sont en première ligne, à savoir les experts de prévention, ne vont pas se tromper dans leur niveau de ressenti, ils ont accès aux chiffres, ils ont accès à des benchmarks qui peuvent se jauger, c'est-à-dire qu'eux ont plutôt une donnée proche d'une vérité. Alors, c'est du ressenti, il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, ça donne une donnée plutôt fidèle à la réalité. Et que, effectivement, le public manager et même les collaborateurs se voient peut-être un peu mieux que ce qui est vraiment l'organisation. Donc ça, c'est intéressant parce que quand tu finis ça et que tu essaies de croiser avec les obstacles qui sont rencontrés, ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que en fait, il y a un vrai sujet, en tout cas, qui est remonté par les préventeurs, c'est le manque d'adhésion des équipes opérationnelles. C'est quasiment le premier point c'est le premier point qui est remonté, le premier obstacle rencontré par les restos de prévention. C'est comment on met ça à l'agenda des équipes opérationnelles au même titre que l'efficacité opérationnelle, du rendement, des objectifs de prod, des objectifs de deadline, comment on fait remonter ces sujets et comment on explique aussi, c'est un truc sur lequel, quand on fera une seconde édition ensemble, je pense qu'il faudra qu'on mette aussi plus en avant les leviers d'efficacité opérationnelle. Parce qu'en fait, les gens, tu dois le vivre au moins aussi bien que, enfin, le connaître au moins aussi bien que moi. Des gens qui sont en arrêt de travail, c'est quand même des ETP qui ne sont pas en prod. Et ça fait du travail à faire par les autres. Ça fait aussi une autre type d'accidentologie et voilà, et ça pénalise l'organisation au global. Donc voilà, donc ce vrai sujet du manque d'adhésion des équipes opérationnelles, qui pour moi est un vrai sujet, et de la lorgnette des opérationnels, on voit que le manque de temps consacré au sujet, ça ressort, mais vraiment de manière flagrante au niveau des managers et surtout au niveau des collaborateurs. Et donc là se pose la question vraiment de comment on pourrait mieux accompagner les managers. Alors nous, on a des embryons de réponse avec ce qu'on fait avec la prévention box. Hein. On sait que ça joue au niveau des outils et nous qui venons plutôt des sujets, des rituels managériaux, on sait qu'on peut et qu'on doit transformer la prévention, lui donner des atours de rituel managérial parce que c'est un sujet important, parce que c'est un sujet aussi légalement important. Hein. Un manager qui a un souci dans son équipe, il est responsable de ce qui se passe. Donc voilà, on se dit ça nous rassure aussi pas mal sur ce qu'on peut apporter, sur la manière la façon dont on se figurait les choses et de se dire, bah oui, un manager, il est en tension tout le temps, on lui demande beaucoup de choses, notamment les managers opérationnels, les managers de proximité, les managers de terrain, quelle que soit leur dénomination. Est-ce qu'on ne peut pas leur proposer des outils simples pour ne pas perdre de temps sur ces sujets et que ça devienne des vrais moments de management et de cohésion d'équipe aussi, et pas juste du réglementaire, on fait de la prévention parce qu'il faut qu'on fasse de la prévention. D'accord. Voilà un petit peu moi ce que alors je suis allé peut-être un peu loin dans l'analyse, mais globalement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on est super content des retours, on est vraiment et on les a remerciés. Je les remercie encore, hein, je profite de ton antenne et de ton audience pour vraiment remercier les participants au sondage parce que je pensais vraiment pas qu'on allait avoir plus de 600 répondants là-dessus. On sent des gens extrêmement déterminés, extrêmement impliqués dans leur travail. Alors, je ne vous ai pas lu tous les verbatim qu'on a eu, mais il y a des gens qui ont poussé le retour. On a quelques champs un peu plus ouverts, c'était pas que du QCM. Et on sent que les gens ont vraiment envie de s'appliquer sur les sujets. Et on est convaincu que ça joue à l'échelle opérationnelle, en fait. Qu'il y a un gros sujet là-dessus. Comment on travaille le fonctionnement entre le préventeur et les équipes opérationnelles. On est sûr qu'on peut ça peut se jouer là. Ça marche. Ok. Du coup, je pense que
pour la partie, pour cet épisode spécial. Je pense qu'on peut s'arrêter là, Baptiste. Je te remercie beaucoup Ouais, pour ton temps. Et puis, je te ouais. dis à très vite. Merci beaucoup, Alexandre. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.